Chapitre 5. Camille, en effet, ne révisait pas. Elle étudiait. Après un rapide repas, pris avec ses parents dans un silence presque complet, car son père était préoccupé, elle s'était réfugiée au premier étage, dans la bibliothèque. La bibliothèque est l'âme d'une maison. Tous les gens de bonne naissance le savent. Il aurait donc été inconcevable aux yeux des du ciel qu'une demeure comme la leur ne comprenne pas une telle pièce, où les hôtes de marque et les maîtres des lieux se retirent après le repas pour fumer un cigare et boire un verre de cognac. Mais une fois la maison achetée, la pièce dédiée, les du ciel s'étaient aperçus qu'ils n'avaient strictement rien à y ranger. Monsieur du ciel avait résolu le problème en acquérant aux enchères l'intégralité de la bibliothèque d'un vieux marquis écrasé de dettes. Il avait fait installer les livres dans de beaux rayonnages en bois de noyer, et plus personne ne les avait ouverts. Lorsque Camille avait émis le désir de les consulter, Monsieur Duciel avait hésité, pour la forme, avant d'accepter. N'ayant aucune idée de ce qu'il avait acheté, il était persuadé que sa fille adoptive avait déniché quelques ouvrages pour la jeunesse qu'elle déchiffrait avec peine. Il avait longuement sermonné sur la valeur des livres, le respect qu'on leur devait, puis s'était, à son habitude, désintéressé d'elle et de ses activités. Lové dans un profond fauteuil de cuir, Camille, comme Salim, s'intéressait à Pythagore. Là s'arrêtait la similitude. Camille n'avait aucune difficulté à utiliser le théorème. Curieuse de nature, elle voulait en savoir plus sur ce mathématicien qui avait révolutionné la géométrie. Elle fut étonnée d'apprendre que les renseignements sur sa vie étaient rares, mais alléchants. Elle avait commencé sa recherche le matin même, à la bibliothèque municipale, mais insatisfaite, la poursuivait chez elle. Elle venait de trouver son bonheur dans un vieux livre en grec ancien d'Aristote. Sa famille et ses profs auraient été bien surpris de la voir absorbée dans cet ouvrage puisqu'elle était censée ignorer le grec. Mais elle avait toujours jugé inutile de leur révéler qu'elle avait appris comme le latin, seule, sans réelle difficulté et avec beaucoup de plaisir. Elle découvrait que Pythagore, non content d'avoir donné son nom à un théorème et à de célèbres tables, avait été de son vivant déjà une figure de légende, peut-être fils d'Apollon, faiseur de toutes sortes de miracles. Elle était plongée dans un passage captivant lorsqu'un bruit, à l'extérieur, lui fit lever la tête. Elle écouta attentivement quelques secondes, puis reprit sa lecture. Un instant plus tard, le bruit, une sorte de chuintement ponctué de légers cliquetis, retentit à nouveau. Doucement, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. On entendait souvent parler de cambriolage dans les quartiers aisés, mais la maison entière était truffée d'alarmes et, le soir, on laissait libres dans le jardin Sultan et Ganji, deux énormes molosses que Camille n'avait jamais trouvés sympathiques. La présence d'un rôdeur était donc improbable. Le bruit, pourtant, se fit entendre une troisième fois. Camille frissonna. La maison lui parut soudain déserte, la nuit hostile, le monde glacé. Il lui fallut un effort de volonté pour s'approcher de la vitre. Sous la lumière de la lune, les massifs d'ornements, entretenus avec méticulosité, se découpaient en taches sombres sur le fond plus clair de la pelouse, descendant en pente douce jusqu'à la piscine. Plus loin, la pinède soigneusement reconstituée formait un écran impénétrable entre la maison et la rue. Camille baissa les yeux. Au moment précis où son regard découvrit une forme noire tapie au pied du mur, un tentacule jaillit vers elle à une vitesse ahurissante, la fenêtre explosa en projetant dans la pièce une multitude d'éclats de verre. L'alarme se déclencha immédiatement dans un hurlement strident. Sultan et Ganji se précipitèrent sur la chose en aboyant furieusement. Avec une rapidité qu'elle ignorait posséder, Camille s'était rejetée en arrière une fraction de seconde avant l'attaque. Ce réflexe lui sauva certainement la vie. Le tentacule ne fit que la frôler. Elle ressentit pourtant une vive brûlure, et le sang se mit à couler sur son visage. Un éclat de verre avait dû lui entailler la joue. Camille resta un instant pétrifiée, trop choquée pour réagir. Si la chose avait renouvelé son attaque, elle n'aurait aucune difficulté à l'atteindre. Mais l'appendice meurtrier s'était rétracté et du jardin montaient les grognements agressifs des molosses déchaînés. En maudissant son irrépressible curiosité, Camille s'approcha de nouveau de la fenêtre. Un frisson glacé traversa son corps. Tout à son combat contre les deux chiens, la créature s'était écartée du mur et apparaissait distinctement à la lumière de la lune et des étoiles. C'était une monstrueuse araignée, haute de près d'1 mètre, à la gueule encadrée de 2 très longues tentacules semblables à des fouets. Elle les projetait vers les molosses qui tournoyaient autour d'elle, en essayant de les happer. L'araignée rompit soudain le combat et se précipita à toute vitesse vers le fond du jardin. L'un des chiens se lança à sa poursuite, mais son compagnon étant manifestement blessé, il renonça au bout de quelques mètres. Le jardin s'illumina vivement et des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier.
Monsieur Duciel ouvrit la porte de la bibliothèque à la volée. « Juste au ciel, Camille! Qu'avez-vous encore fait ?»